Alors, bonjour à tous. Alors moi, ce que je vous propose, on n'est pas nombreux encore, mais c'est que ceux qui viennent de se connecter puissent se présenter, que je puisse savoir qui est dans l'assemblée, surtout en visio, c'est mieux. Donc, je vous propose chacun votre tour, hein, de vous présenter. Là, pour le moment, vous n'êtes que trois, donc on va, je pense, attendre encore un peu, parce que normalement, il y avait 13 inscrits. Non, Donc, on est déjà voilà. 7 d'après ce que je vois. Oui, 7 avec l'UPE et avec moi-même. Ah, d'accord, donc 3 extérieurs. Parfait. Ben, je commence à... 4, on va y arriver, c'est bon. On est 4. Donc, Namson Nguyen, je suis expert en gestion, rattaché à un réseau d'expertise comptable, mais j'ai un profil plutôt de contrôleur de gestion, directeur financier. Donc, D'accord. j'accompagne des TPE, PME dans leur gestion, non pas quotidienne, on va dire mensuelle, avec une vision un petit peu stratégique, prise de hauteur. Et de ce point de vue-là, il peut m'arriver d'être en contact avec des entrepreneurs qui rencontrent des problématiques avec leurs collaborateurs. Donc, n'étant pas à la base trop formé sur les éléments RH, disons que je suis intéressé pour les meilleures pratiques et les bons contacts pour pouvoir orienter mes clients. Voilà. D'accord, parfait. Ça a du sens, effectivement, avec votre activité. Ça doit être assez récurrent d'être confronté à ces problématiques avec vos clients. Alors, il y a deux autres personnes. J'ai JL. Oui, bonjour, je Bonjour. suis DAF chez Manureva Répi et donc c'est plus à titre informatif que je suis la formation. Alors, j'ai pas bien entendu, ça a coupé, je suis désolé. Ah, je suis DAF chez Manureva Répi D'accord, et c'est plus à titre informatif que je suis la formation. d'accord, très bien. Et enfin, Nathalie Parsemin. C'est bien ça. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Oui, voilà. Donc, Nathalie Parsema, je suis consultante RH et mentor également sur des programmes de formation RH. Et voilà, expérimentée en RH. Donc, tout ceci m'intéresse. Il faut toujours se mettre en veille informative. Parfait. Et on est Nicolas, on a toujours Tomatis aussi, pardon. Tomatis qui est là? D'accord. Oui. Je le vois pas sur d'accord, mais écoutez, il peut prendre la. Ah oui, d'accord, faut descendre, j'avais pas vu. Tomatis, est-ce que Euh, vous avez un micro? Je ne sais pas. Il a mis dans le chat bonjour. Peut-être qu'il ou elle n'a pas de micro, je ne sais pas. Ah, si, là, on va pouvoir vous ça entendre. s'active. Ah non, toujours pas, désolé. Alors, si vous pouvez juste nous faire une courte présentation dans le chat, comme ça, Maître Golène en saura plus sur vous. Bon, elle est en train de nous rédiger une présentation dans le chat. Voilà, c'est ça. Petite suggestion également à l'ensemble des utilisateurs. Lorsque vous cliquez sur votre nom, vous pouvez renommer et ce qui vous permet d'exposer un petit peu plus qui vous êtes, votre fonction, éventuellement votre entreprise. Donc, c'est bien aussi pour les autres participants. Ça permet à chacun de savoir qui est Qui qui, est qui, ouais, travaille bien où. sûr. Exactement. Plutôt que d'avoir des pseudos. Alors là, Tomatis, c'est la comptable de l'entreprise Éclairage 06 Distribution. D'accord. Voilà. Et nous avons Bérangère aussi qui vient de se connecter. Bonjour Bérangère. Bérangère Rotary DRH. Voilà ce qui est écrit D'accord. sur son pseudo. Bérangère, est-ce que vous souhaitez, chaque participant s'est présenté? Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que vous souhaitez vous présenter en quelques mots? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi je suis Bérangère de Charnassel. Alors effectivement, je suis au Rotary, mais je suis plutôt DRH. Effectivement, je suis DRH à temps partagé. J'interviens chez un certain nombre de clients que j'accompagne en RH et qui n'ont pas de compétences RH à l'interne parce que souvent pas assez de salariés pour le justifier. Voilà, voilà. Heureuse de vous rejoindre. Merci. Merci Bérangère. On a une nouvelle personne là, qui vient d'arriver. Ah, je ne vois pas.
J'ai vu que les personnes s'étaient Ah renommées non, pour utiliser les bons voilà, conseils. c'est une Ouais. personne qui s'est renommée, oui, tout à fait. Alors, je vais me renommer aussi. Je ne sais pas comment on fait. Il y priori, a 3 petits points. Ouais. Il faut Alors, aller dans. Si vous faites un clic droit, peut-être, et renommer. alors, je suis sur mon portable, en fait. C'est pour ça Ah que... non, mais vous embêtez pas. Ah. Pas de problème. C'est déjà clair, hein. Bérangère Rotary DRH, c'est très bien. Nicolas, je vous laisse la main. C'est parti. On n'attend pas, alors. Hein, Et ben les autres, il y a je leur demanderai 5 personnes. Je veille. Dès qu'il y a des personnes qui arrivent, je leur demande de se présenter dans le chat. Ok, parfait. Bon. Alors, donc la présentation d'aujourd'hui, hein, ça a vocation à être. Je vais essayer d'être. On n'a qu'une heure, donc je vais essayer d'être assez synthétique. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez utiliser le chat. Et puis, Élodie se fera un plaisir de m'interrompre pour lire les questions. Et puis, éventuellement, à la fin, on pourra échanger aussi si vous le souhaitez. Ça peut être en présentiel, c'est en visio. On essaie d'échanger du mieux possible en visio. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est comment négocier avec efficacité et sécuriser le départ des collaborateurs. Il y a deux sujets dans la problématique, parce qu'on doit sécuriser en utilisant les outils juridiques à disposition, qui sont assez limités, hein, nombre d'outils pour sécuriser le départ est assez limité. Et après, il faut aussi connaître les enjeux financiers et les risques, évidemment, le risque prud'homal en cas de départ d'un salarié. Donc, c'est deux parties différentes que je vais aborder. Donc, d'abord, les outils juridiques à disposition et après, connaître les enjeux. Pour certains d'entre vous, ça va être assez parlant, pour d'autres, peut-être un peu moins. Donc, la première partie, bon, déjà quelques chiffres hein, sur le contentieux prud'homal. La majeure partie des contentieux, ça concerne des salaires impayés. C'est des contentieux qui sont assez rapides parce que généralement, c'est la formation en référé qui est saisie. Donc, au fond, la plupart des contentieux, on est sur du licenciement abusif. Alors après, on a aussi des demandes diverses, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de prud'hommes où il y a du licenciement abusif, où on demande aussi du harcèlement, où on demande aussi des heures supplémentaires. Donc, ça fait un package généralement pour augmenter les indemnités. Donc ça, on en parlera tout à l'heure dans le cadre savoir comment chiffrer le risque contentieux. Alors, donc ça, je vous ai parlé des deux parties, donc les outils juridiques pour sécuriser le départ et ensuite les enjeux pour bien négocier et choisir justement le bon outil juridique qui n'aura pas les mêmes conséquences, surtout en matière sociale et fiscale. Donc ça, on le verra tout à l'heure de manière assez rapide. Alors, les outils juridiques, donc, le départ négocié, parce qu'on parle souvent de départ négocié, on parle aussi qui est un terme assez faux, mais on parle de licenciement amiable parfois. Il n'existe pas le licenciement amiable, puisque si c'est un licenciement, c'est forcément pas amiable. Ce que généralement on souhaite dire, alors c'est deux possibilités, c'est soit une rupture négociée, soit une négociation post-rupture. Donc, la rupture négociée, elle a plusieurs formes. Si on est sur un CDI, on est forcément sur une rupture conventionnelle, puisque c'est le seul outil juridique qui existe pour rompre le CDI. Si c'est un CDD, on ne peut pas utiliser la rupture conventionnelle, donc on est sur ce qu'on appelle la rupture d'un commun accord, beaucoup moins encadré, mais pour autant, il faut être assez vigilant dans la manière dont on le rédige. Enfin, on a les négociations post-rupture, ça c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on a eu une rupture de contrat, généralement un licenciement, et on se rapproche entre les parties pour trouver un accord, pour éviter justement le contentieux. C'est pour ça que quand on parle de départ négocié, il y a plusieurs options. Soit directement négocier au moment de la rupture du contrat, soit licencier et négocier après, dans le cadre d'un protocole d'accord, c'est-à-dire dans le cadre des parties, hein, ou dans le cadre d'une conciliation, où là on a intervention du Conseil de prud'homme. Ça a lieu lors d'une audience de conciliation, bon, ce qui est assez rare quand même, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup de conciliation devant le Conseil de prud'homme. Alors,
la rupture conventionnelle, donc c'est le seul dispositif pour rompre un CDI de manière amiable. Depuis 2008, c'est en place, ça fonctionne très bien. Et puis, on a la rupture conventionnelle collective, vous avez peut-être entendu parler, qui est pour le moment pas très utilisé, qui implique de négocier un accord collectif. Ça peut être utile dans certaines entreprises quand on n'a pas forcément de motif économique pour engager des ruptures de contrat de travail pour motif économique, mais qu'on a besoin de réduire les effectifs et qu'on a surtout des syndicats, ou si on n'a pas de syndicat, des représentants du personnel qui sont assez compréhensifs pour pouvoir négocier les conditions d'une rupture conventionnelle collective. La seule limite de la rupture conventionnelle individuelle, c'est le consentement libre et éclairé du salarié. C'est une procédure assez encadrée, puisqu'il faut forcément respecter ce qu'il y a d'ailleurs dans le CERFA. Hein. Maintenant, ça se fait. Avant, ça se faisait uniquement par papier. Maintenant, ça se fait en ligne. Il y a un site spécifique pour les ruptures conventionnelles. Il faut au moins un entretien avec le salarié. Il faut 15 jours calendaires de délai de rétractation. Puis après, on a 15 jours ouvrables pour l'homologation par la DRITS. Avant, c'était direct. Maintenant, on appelle ça la DRITS. C'est la même chose. Ça a changé de nom, mais ça change régulièrement de nom. Et il faut prévoir, évidemment, une indemnité qui est au minimum l'indemnité légale ou conventionnelle, c'est-à-dire ce qui est précisé dans la convention collective de la société en question, si c'est plus favorable dans la rupture conventionnelle. Donc l'avantage, quand même, c'est un bon outil pour l'employeur, la rupture conventionnelle, parce que ça sécurise le départ du collaborateur. C'est ce qui sécurise le plus le départ du collaborateur, puisque à part contester pour vice du consentement, ce qui est quand même très compliqué, sauf pression, violence, etc., ou dol, enfin tous les vices qu'on peut connaître en matière contractuelle, mais c'est très compliqué techniquement de contester une rupture conventionnelle. Donc, mais ça, on reste sur la rupture du contrat. Après, le salarié qui a signé une rupture conventionnelle, il peut très bien saisir au contentieux pour demander des indemnités dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire notamment, enfin, principalement quand même les heures supplémentaires. C'est un contentieux qu'on peut avoir même après avoir signé une rupture conventionnelle. Donc après, on peut allier très bien la rupture conventionnelle qui rompt le contrat et après un protocole d'accord pour se mettre d'accord sur tout ce qui concernait l'exécution du contrat, les heures supplémentaires ou le mal-être du salarié pendant la relation de travail qui peut apparaître après la signature de la rupture conventionnelle. Et l'avantage pour le salarié, notamment par rapport à une démission, pour lui, c'est que ça lui ouvre des droits aux allocations chômage et il perçoit quand même son indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Donc, c'est le seul outil qui sert à rompre le CDI. C'est quand même un outil qui est très intéressant. Moi, je parle plutôt côté employeur, puisque la plupart de mes clients sont plutôt des employeurs. Mais même pour le salarié qui est dans une situation où il n'a pas vraiment de motif pour quitter son emploi et puis reprocher des choses à son employeur, ça lui permet de changer d'horizon professionnel en ayant quand même les allocations chômage. Voilà. Après, le coût de l'indemnité légale ou l'indemnité conventionnelle de licenciement, tout dépendra de l'ancienneté du salarié. Évidemment, si vous avez un salarié qui a 20 ans d'ancienneté, ça peut coûter cher à l'entreprise, ça dépend aussi de son salaire. Donc, à l'inverse, si vous avez un salarié qui a 1 an d'ancienneté, même avec un bon salaire, ça ne coûte pas très cher à l'employeur, ça sécurise le départ. Donc, c'est assez recommandé de signer une rupture pour les conventionnels pour les salariés qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté. Alors ça, c'était pour le CDI. Après, on a le CDD, qui est un peu particulier, puisque la rupture conventionnelle ne s'applique pas au CDD. Donc, on a des cas en plus de rupture limitée, de rupture anticipée limitée pour les CDD. Il n'y a que 4 cas de rupture. Donc, c'est l'inaptitude, la faute grave, donc l'accord entre les parties, c'est dont on parle, la rupture amiable, ou la force majeure. La force majeure, c'est assez rare.
c'est souvent des catastrophes naturelles et donc l'employeur ne peut plus poursuivre son activité, il est obligé de rompre les contrats. Là, il peut justifier la rupture du CDD pour force majeure. Enfin bon, il y a des cas très limités. Le motif économique, par exemple, n'est pas une force majeure. Alors, c'est pas précisé dans le Code du travail la manière dont ça doit être rédigé un accord de rupture amiable de CDD, mais il faut aussi qu'il y ait un consentement libre et éclairé, donc il faut qu'il soit bien rédigé. Il n'y a pas de procédure spécifique, c'est-à-dire qu'on peut très bien, contrairement à la rupture conventionnelle du CDI, peut très bien rompre le CDD, signer en tout cas l'accord aujourd'hui pour une rupture le lendemain. Donc, il n'y a pas tous ces délais de rétractation, il n'y a pas de délai d'homologation. En revanche, il faut quand même un minimum faire attention à la rédaction parce que comme il n'y a pas toutes ces procédures qui sont protectrices du salarié, il faut que ce soit bien rédigé, notamment concernant l'initiative de la rupture. Alors ça a des conséquences importantes, surtout pour le salarié. C'est-à-dire que si on précise dans l'accord de rupture amiable que c'est le salarié qui a été l'initiative de la rupture, il peut se voir refuser ses allocations chômage par Pôle emploi. Le mieux, c'est de rien préciser dans cet accord, c'est-à-dire ne pas préciser qui a sollicité la rupture amiable du contrat. Parce que généralement, le salarié qui demande une rupture amiable, qui peut arranger l'employeur, puisqu'il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du CDD, il a généralement, justement, il ne peut pas démissionner parce que sinon il doit respecter son préavis et en plus ça lui permet d'avoir le chômage. Donc il faut éviter de préciser que dans l'accord que c'est M. X qui a sollicité la rupture de son contrat et donc que la société a accepté parce que ça pourrait l'empêcher de toucher ses allocations chômage. Et on a la même chose aussi pour l'indemnité de précarité, c'est-à-dire qu'il faut écrire, notamment pour les employeurs, il faut absolument écrire ce qu'il en est de l'indemnité de précarité. On peut se mettre d'accord, exclure l'indemnité de précarité, mais il faut le faire expressément dans l'accord amiable. C'est-à-dire que si vous ne mettez rien et que le motif du CDD était un motif où vous avez droit à l'indemnité de précarité, alors le salarié il pourra très bien demander le règlement. À l'inverse, si vous précisez de manière explicite que l'indemnité de précarité ne sera pas due dans le cadre de la rupture amiable, vous n'aurez pas à lui verser. Donc l'indemnité de précarité, ça représente 10% des salaires qui ont été versés dans le cadre du CDD. Donc pour des CDD assez longs, ça peut représenter une somme assez importante pour l'employeur. Donc c'est pareil, quand on veut signer ce type de rupture amiable, sachant que rien n'est précisé dans le Code du travail et qu'il n'y a pas vraiment de modèle préexistant, contrairement à la rupture conventionnelle du CDI, il faut être assez vigilant dans la rédaction. C'est avantageux ce système pour les deux parties parce que ça permet de rompre le contrat avant l'arrivée du terme. C'est souvent la difficulté en termes de CDD, c'est que les deux parties sont tenues d'exécuter le contrat jusqu'à la fin du CDD, parfois qui peut être très long. On a des CDD de 18 mois, donc si les parties ne s'entendent plus, n'ont pas de motif pour rompre, parce qu'il n'y a pas de faute grave, il n'y a pas d'inaptitude, ça peut être une bonne solution de trouver un accord et puis de négocier. Vous pouvez aussi, au niveau des indemnités de négociation, là, c'est assez libre, hein, c'est pareil, on peut prévoir, si l'employeur est d'accord, ça se fait assez rarement, mais on peut prévoir une indemnité de rupture du contrat. Ensuite, alors le sous-thème 2, c'est-à-dire on est toujours dans les outils à disposition pour négocier, mais on est là dans une situation où il y a eu une rupture du contrat et il y a une contestation du salarié. Donc là, on vise les outils de négociation post-rupture. Il y en a deux. Il y a le protocole d'accord transactionnel qui est finalement un dispositif entre les deux parties, souvent assisté de leur avocat parce que l'avantage, c'est notamment la confidentialité, parce qu'on évite du côté employeur d'aller négocier directement avec le salarié au risque de lui donner des éléments si elle est au prud'homme, notamment reconnaître un peu les fautes qu'aurait pu commettre l'employeur. Donc, généralement, c'est par voie d'avocat et c'est les avocats qui échangent entre eux. En tout cas, chaque partie passe par l'intermédiaire de leur avocat pour justement éviter des échanges qui puissent être après produits dans le cadre du prud'homme.
puisque tous les échanges donc, entre avocats sont confidentiels. Nous, déontologiquement, on a l'interdiction de produire des échanges avec un confrère. Donc, le protocole d'accord, donc il permet, ça c'est important de le rappeler, il ne permet pas de rompre le contrat de travail. Ce n'est pas un élément de rupture du contrat, c'est un élément de négociation. D'ailleurs, ce n'est pas dans le code du travail, le protocole d'accord transactionnel, c'est le code civil. Ça peut exister dans tout type de contentieux. C'est pour, en fait, sécuriser, éviter que la partie adverse aille en justice et en échange, évidemment, on verse une indemnité transactionnelle pour mettre fin au litige, hein, aussi bien concernant la rupture du contrat, l'exécution du contrat, donc ça peut être du harcèlement, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, ou la formalisation du contrat, je pense aux contrats qui n'ont pas été signés ou des choses des missions qui n'ont pas été détaillées, donc il pourrait y avoir une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Enfin, bon, après, les confrères peuvent être en demande, qui défendent les salariés, peuvent être assez imaginatifs pour trouver des sources de demandes de dommages et intérêts. Alors, l'écrit obligatoire, évidemment, c'est comme pour la rupture amiable de CDD, c'est-à-dire qu'on n'a pas de précision légale. On y met ce qu'on veut. Là, c'est pareil, il faut être assez vigilant parce que ça a des conséquences, ce qu'on écrit dans un protocole d'accord transactionnel. Ça a des conséquences aussi, déjà pour encadrer qu'est-ce qui est protégé de toute contestation. Donc, il faut être assez précis dans ce qu'on écrit. Et aussi d'un point de vue social, hein, parce que l'URSSAF peut très bien redresser une société si ce n'est pas pour indemniser un préjudice. Donc, il faut aussi éviter d'écrire, même si c'est pour un paiement d'heures supplémentaires notamment, il faut éviter d'écrire que c'est pour payer des heures supplémentaires, parce que l'URSSAF qui vient contrôler après avec le protocole d'accord va demander des cotisations sociales, puisque les heures supplémentaires, c'est du salaire. Donc là, dans ces cas-là, on ne peut pas mettre l'indemnité transactionnelle globale non chargée. Ça, on le verra tout à l'heure, il y a des limites, hein, mais en tout cas, il faut faire attention, tout ce qu'on écrit dans le protocole d'accord a des conséquences, aussi bien pour la contestation du salarié que pour le contrôle de l'URSSAF, qui pourrait avoir lieu dans les 3 ans qui suivent la signature. Donc, il faut un consentement libre et éclairé, ça c'est comme toutes les autres conventions, comme la rupture conventionnelle, comme la rupture amiable de CDD, et il faut éviter des concessions qui puissent sembler dérisoires. C'est-à-dire que on ne peut pas, par exemple, un salarié qui a 25 ans d'ancienneté, on l'a licencié, on ne peut pas négocier un protocole d'accord transactionnel en lui octroyant 1 mois de salaire. Par rapport à ce qu'il peut prétendre en cas de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par rapport à ce qu'il peut prétendre au prud'homme, la concession d'1 mois de salaire serait dérisoire. Donc, techniquement, il pourrait demander l'annulité du protocole d'accord parce que la concession de l'employeur n'est pas à la hauteur de ses concessions à lui. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça. Alors, il y a des employeurs qui rédigent directement les protocoles d'accord transactionnels, qui ont l'habitude de le faire, mais il faut qu'ils soient vigilants. Déjà, dans les échanges avec le salarié, si rien n'est acté et qu'on n'a pas d'avocat, il vaut mieux éviter les échanges écrits pour parler des choses que l'employeur aurait éventuellement mal faites. Et il faut faire très attention à la manière dont on rédige la convention, le protocole d'accord transactionnel. Donc l'avantage pour l'employeur, donc ça évite évidemment les coûts d'un contentieux. Et puis, c'est aussi la possibilité que l'accord soit confidentiel, donc ça évite une mauvaise publicité. Ça, c'est quand même important pour l'image de l'entreprise. Moi, je suis pro-négociation, donc quand c'est possible, évidemment, hein, parce que des fois, les demandes du salarié sont beaucoup trop élevées ou complètement hors des réalités, donc là, ce n'est pas possible de négocier. Mais dans la mesure du possible, pour un employeur, quand les demandes sont raisonnables, pour éviter un contentieux, pour éviter un jugement qui on le rappelle quand même, c'est public un jugement, donc techniquement, ça pourrait aller dans la presse pour une entreprise, selon ce qu'il y a dans le jugement, notamment si c'est du harcèlement moral, si c'est des heures supplémentaires, du travail dissimulé, c'est pas très vendeur. Donc l'avantage du protocole d'accord transactionnel, c'est qu'on précise toujours dans le protocole d'accord que c'est confidentiel
et que le salarié s'engage à ne rien dire sur l'entreprise qui pourrait nuire notamment à son image. Bon, évidemment, l'employeur aussi s'engage à ne rien dire sur le salarié qui pourrait nuire à son parcours professionnel. Ça, c'est assez évident, hein. C'est des échanges, des concessions réciproques. Donc, en réalité, une fois qu'on a signé ce protocole d'accord transactionnel et qu'on a versé l'indemnité au salarié, on n'en parle plus. Voilà, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, sur l'avantage aussi. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si Elodie j'ai vu qu'elle savait clignoter. Pardon. Bérangère, est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser peut-être votre question directement? Ce sera plus vivant. Oui, est-ce qu'on peut envisager un protocole d'accord transactionnel après une prise d'acte du salarié au tort exclusif de l'employeur? Oui, on peut. Ok. On peut parce que de toute façon, la rupture, ça sera requalifié. Alors, la difficulté pour le salarié, c'est qu'il n'aura pas le droit à son Pôle emploi parce que la prise d'acte de la rupture, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à jugement du Conseil de prud'homme, elle est considérée comme une démission. Comme démission. Donc, sauf à ce que le Conseil de prud'homme considère que c'est dû à des manquements de l'employeur, donc le requalifier en licenciement. Donc, on peut négocier, c'est-à-dire qu'on peut négocier pour qu'il ne fasse pas de contentieux en lui versant une indemnité. Après, pour le salarié, il aura toujours la limite de l'allocation Pôle emploi, puisque si c'est une prise d'acte, ça vaudra démission. Alors, pour juste la petite information, le salarié, il peut demander, au bout de quelques mois, je ne sais plus le chiffre exact, mais il peut demander à passer dans une commission parce qu'il a fait une prise d'acte et demander à ce qu'il soit pris en charge par Pôle emploi. Mais il aura dans tous les cas plusieurs mois où il n'aura pas d'allocation chômage parce qu'il a fait une prise d'acte. Vous voulez dire que là, en situation de prise d'acte, il a reçu son solde de tout compte, mais il n'est pas indemnisé par Pôle emploi. C'est ça. Ok. Vous d'après, dans l'attestation Pôle emploi, il faut mettre le motif exact, c'est-à-dire que vous mettez prise d'acte de la rupture. Mais bon, Pôle emploi, il va recevoir le dossier, va considérer que c'est une démission. Ok. Donc, si ça convient au salarié qui veut bien signer un protocole d'accord et qu'il est conscient, il faut bien préciser dans le protocole d'accord qu'il est bien informé des conséquences en matière fiscale, en matière sociale et aussi en matière d'indemnisation Pôle emploi. Comme ça, il ne pourra pas venir dire « je n'étais pas au courant ». Donc ça, c'est des choses qu'il faut préciser dans le protocole d'accord. Donc, il ne pourra pas dire moi j'ai un vice du consentement, j'ai signé un protocole d'accord, mais je n'étais pas au courant que je n'étais pas indemnisé par Pôle emploi. Si on l'écrit spécifiquement dans le protocole d'accord transactionnel, après c'est son problème avec Pôle emploi, mais l'employeur, lui, l'aura informé. Merci. De rien. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Alors, je vais continuer. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous souhaitez. Alors, on reste sur le protocole d'accord transactionnel. Pour le salarié, les avantages, c'est évidemment l'aléa judiciaire, hein, parce que quand on fait un recours contentieux, même si techniquement les chiffres des contentieux démontrent que c'est un peu plus avantageux pour les salariés, le Conseil de prud'homme a plus tendance à suivre le salarié que l'employeur, mais il y a toujours un aléa judiciaire. Il y a une procédure qui est de plus en plus longue. À Grasse, en ce moment, par exemple, il faut compter un an et demi pour plaider le dossier. Mais derrière, moi, j'ai des dossiers que j'ai plaidés en juin l'année dernière, je n'ai toujours pas le jugement. C'est-à-dire que le jour où vous plaidez, les conseillers prud'hommes ont une activité professionnelle à côté et certains d'entre eux, alors certains, ça tout dépend de qui est dans la juridiction, parce que ça tourne. Mais si c'est un conseiller prud'homme qui est président de l'audience et qui a beaucoup de retard dans la rédaction de ses jugements, on peut avoir des situations où ça fait 7-8 mois qu'on a plaidé le dossier, on n'a toujours pas de jugement. Donc évidemment, pour le salarié, un protocole d'accord transactionnel, c'est aussi la garantie d'avoir quelque chose et la garantie que ça aille vite et qu'il puisse passer à autre chose. Donc c'est quand même, quand c'est possible évidemment, hein, parce qu'il y a parfois des problématiques de position qui sont irréconciliables des employeurs et des salariés, qui
se quittent en très mauvais termes et qui ne veulent absolument pas négocier. Et puis, il y a parfois des demandes de salariés qui sont en dehors des réalités, donc forcément, l'employeur ne peut pas y faire droit. Mais bon, sinon, quand on a la possibilité de se rapprocher, c'est quand même une bonne idée de signer ce type d'accord. Alors, on va passer à la suite qui la négociation post-rupture. Donc là, cette fois, pas le protocole d'accord transactionnel, mais la conciliation. La conciliation, c'est devant le conseil de prud'homme. C'est-à-dire que là, on a un salarié qui a déjà engagé un contentieux. Protocole d'accord transactionnel, il peut intervenir aussi bien avant que le salarié ait engagé un contentieux qu'une fois qu'il a engagé le contentieux. Tant qu'on n'a pas plaidé le dossier, tant qu'on n'a pas une date où le délibéré sera rendu, on peut toujours négocier, ce qui arrive. C'est-à-dire que des fois, il y a des salariés qui se rendent compte au fur et à mesure de la procédure prud'homale que l'employeur a des éléments dans son dossier et que ça ne va pas être si facile que ça de gagner au prud'homme. Donc, il peut changer d'avis et puis se dire, bon, peut-être trouver un accord parce que mon contentieux, finalement, il n'est pas gagné d'avance. De toute façon, il n'y a aucun contentieux qui est gagné d'avance. Donc, c'est pour ça que la partie protocole d'accord, elle peut vraiment être utilisée tout au long du processus de contestation. En revanche, la conciliation, là, on est forcément dans un contentieux. Donc, le salarié, il a déjà saisi conseil de prud'homme. La première phase du contentieux prud'homal, c'est une audience de conciliation et d'orientation, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à deux conseillers prud'hommes, un conseiller employé et salarié. Il y a les parties, représentés généralement de leur avocat. Des fois, il y a des parties qui ne sont pas représentées. Et puis, le conseil de prud'homme essaie de voir s'il y a une possibilité de trouver un accord. Bon, faut être honnête, hein, ça doit représenter 3% des dossiers. Il y a très, très peu de conciliation. Pourquoi? Parce que les parties qui ont des avocats qui représentent quand même la majeure partie du contentieux, on a déjà essayé de se rapprocher avant dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel, on a déjà discuté entre avocats. Donc si on arrive à la conciliation, c'est qu'a priori, il n'y avait pas d'accord possible. Après, ça reste un outil juridique intéressant pour les salariés et les employeurs qui ne sont pas représentés parce qu'ils ne se sont pas vus depuis la rupture du contrat, depuis le licenciement par exemple. Et puis, ils se voient avec les conseillers prud'hommes le jour de la conciliation, donc ils peuvent enfin échanger. Mais pour les personnes qui sont assistées, ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est une phase obligatoire. Donc, c'est-à-dire que même si on n'en veut pas, sauf certains cas de contentieux, par du temps, c'est obligatoire. Donc, s'il y a un accord entre les parties au cours de ce bureau de conciliation, il y a un procès verbal qui est dressé directement. L'accord est rédigé, hein, c'est le greffier qui s'en occupe. On peut proposer, enfin, quand on est conseil d'entreprise, généralement, on propose un accord directement à la greffière parce que les accords rédigés par le conseil de prud'homme, ils sont assez light, notamment sur tout ce qui est confidentialité. Donc, on peut proposer au conseil de prud'homme un accord qu'on a nous-mêmes rédigé. Et donc, que ce soit un peu plus protecteur pour l'employeur, notamment, que leur simple PV de conciliation. Et en règle générale, il faut privilégier quand même la transaction. C'est plus confortable. On passe pas devant le conseil de prud'homme. On n'échange pas de la problématique devant des conseillers prud'homme, donc ça reste confidentiel. Et on a un accord qui reste entre les parties, c'est-à-dire que le salarié garde son protocole d'accord transactionnel, l'employeur garde sa version, et on a besoin de le montrer à personne. Donc, dans la mesure du possible, c'est plus intéressant pour l'employeur, en tout cas, d'effectuer un protocole d'accord transactionnel. Et par contre, alors, on a souvent la demande des salariés parce que c'est plus intéressant pour le salarié une conciliation. La principale raison, c'est qu'il n'y a pas de différé d'indemnisation Pôle emploi. Quand on signe un protocole d'accord transactionnel, le montant de l'indemnité transactionnelle vient s'ajouter à l'indemnité de licenciement. Et donc, ça crée un différé d'indemnisation global pour le salarié
peut représenter jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 5 mois de mémoire de différé d'indemnisation, auquel se rajoute le différé d'indemnisation des congés payés, s'il lui reste des congés payés, auquel s'ajoute le petit délai Pôle emploi de 7 jours. Pour un salarié qui avait beaucoup de congés, qui a une bonne indemnisation, ça peut représenter 7-8 mois de différé d'indemnisation. Pendant ce temps-là, il ne touchera pas son allocation chômage. Donc lui, il peut demander, parce que ça l'intéresse, de passer par le conseil de prud'homme et faire un PV de conciliation pour éviter une carence Pôle emploi. Donc c'est souvent une demande des salariés. Après, libre à l'employeur d'y faire droit ou pas. Moi, je ne le recommande pas forcément. Après, si c'est une condition impérative pour le salarié et qu'on veut absolument trouver un accord, on peut passer par la conciliation. Enfin, pour la limite fiscale, bon, ça concerne très peu de salariés. C'est des salariés qui ont des très grosses rémunérations, qui sont concernés par le plafond fiscal, le plafond de la limite fiscale qui est assis plafond annuel de Sécu, qui représente un peu plus de 200 000 €, 240 000, je crois. Donc là, on est dans des cas de dossiers très particuliers avec souvent des cadres ou cadres dirigeants qui ont des indemnisations très, 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 très importantes. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Non, pardon, c'est moi en fait qui ai mis un mot dans le chat parce que d'accord. j'ai vu que J. Sanchez s'est connecté, donc je lui ai dit qu'il pouvait nous, en fait, se présenter en quelques mots. Il n'y a pas de souci, c'était juste, en fait, tout le monde s'est présenté au début de la visio, donc si vous avez envie de mettre dans le chat, voilà, quelle est votre entreprise, etc., où vous travaillez, c'est avec plaisir. Oui, oui. D'accord. Vous voulez que je me présente à l'oral ou par le chat? Oui, enfin, allez-y, on vous écoute. Ouais, on vous écoute. D'accord, je suis désolée, hein, j'ai un contretemps ce matin, en plus j'ai plus de voix, je suis à faune, je vais essayer de parler un peu. Donc je me présente, je suis Jessica Sanchez, je suis responsable des ressources humaines au sein du laboratoire Horus Pharma. On a un laboratoire pharmaceutique spécialisé en ophtalmologie. Et aujourd'hui, on a à peu près 200 collaborateurs au niveau du groupe, puisqu'on a 3 filiales, une en Espagne, une en Belgique, une aux Pays-Bas, et on est en train de voir pour en ouvrir une en Suisse. Donc voilà, donc je suis là aujourd'hui pour me former aussi et puis comprendre vraiment le principe des fins de contrat. Et alors, on a déjà fait plusieurs sujets, mais j'avais besoin d'être à cet atelier pour développer mes compétences à ce niveau-là. Très bien, merci. Merci Jessica. Alors, j'ai déjà bien avancé dans la présentation. Hein. Vous aurez les slides. Après, Oui. ils sont assez light, les slides quand même. Donc, merci. Voilà, vous aurez au moins l'essentiel. Donc là, moi, je vais passer sur la seconde partie, parce que là, on a vu tous les outils juridiques à disposition. Il n'y en a pas énormément hein, pour négocier une rupture. Soit on envisage, donc, pour résumer, la négociation dès la rupture du contrat, c'est-à-dire par la rupture conventionnelle pour les CDI, par une rupture amiable pour les CDD. Soit on envisage une négociation après la rupture du contrat, par le protocole d'accord transactionnel, qui est quand même recommandé pour les employeurs, ou par la conciliation devant le Conseil des prud'hommes. Alors, je vais passer à la seconde partie, parce que pour négocier, il faut connaître les enjeux financiers. Donc, il y a deux questions qu'il faut se poser. C'est le risque en cas de contentieux, savoir évaluer le risque, ce qui n'est pas forcément évident, et le régime social et fiscal des indemnités de rupture. Alors ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez complexe, mais c'est un élément très important pour limiter le coût pour l'entreprise. Selon l'outil que vous allez choisir, selon le scénario choisi, il n'y aura pas les mêmes conséquences sociales pour l'entreprise et fiscales pour le salarié. Donc, sur les enjeux financiers, donc évaluer le risque contentieux, je ne vais pas pouvoir vous donner des outils tout prêts parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que déjà, chaque dossier est particulier. Donc, il faut s'intéresser aux demandes du salarié. Si on est avant la saisine du prud'homme, quand on a une saisine du prud'homme, c'est assez facile parce que on a les demandes qui sont précisées. Alors, s'il a rempli un formulaire de saisine du prud'homme, on a les demandes qui sont mentionnées. On n'a pas les explications.
Si, bon, parfois, il y a des saisines du Conseil de prud'homme qui sont motivées, hein, parce que c'est fait par requête. Il y a des avocats qui procèdent par requête. Dans ces cas-là, on a en plus les explications du salarié, voire on a des pièces. Donc, une fois qu'on a le contentieux prud'homme qui est engagé, savoir si les demandes du salarié sont justifiées. On sait les éléments qu'on a aussi du côté de l'employeur, donc on peut essayer de le déterminer. C'est plus difficile quand on est juste après la rupture. Par exemple, on a licencié le salarié pour un motif d'insuffisance ou une faute. Et puis on a une contestation, on a un courrier de contestation du salarié lui-même ou de son avocat qui propose de négocier, ou alors à défaut de négociation, essayer de conseil du prud'homme, mais on n'a pas encore vraiment le détail de ce qu'il demande. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est recommandé dans ces cas-là, c'est de demander des explications aux salariés, surtout quand son courrier est assez synthétique. Il ne faut pas hésiter à répondre. Déjà, pour contester par principe, il faut toujours répondre. Parce que quand on est du côté employeur, si la négociation aboutit, très bien. Si elle n'aboutit pas, au moins avec un courrier de réponse, on pourra démontrer au conseil de prud'homme qu'on n'a jamais été d'accord sur la version avancée par le salarié. Donc, il faut toujours répondre. Si ce n'est pas assez clair dans le courrier du salarié ou dans le courrier de son avocat, il faut demander plus d'explications. Après, si le salarié a un avocat, vous en avez un aussi en tant qu'employeur, le mieux, c'est que l'avocat de l'employeur appelle directement l'avocat du salarié et demande et échange avec lui du contenu du dossier. Ça permettra d'avoir plus d'éléments sur ce que reproche le salarié et pouvoir plus facilement évaluer ensemble, entre l'employeur et puis son avocat, l'opportunité ou pas de négocier. Alors après, il faut savoir calculer le montant possible des condamnations. Alors, il y a plusieurs sources de condamnation. Évidemment, la plus fréquente, c'est l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a eu beaucoup de débats. Bon, aujourd'hui, le barème Macron est toujours en place, il fonctionne toujours. Il y a beaucoup de cours d'appel qui ont voulu le remettre en cause. Le barème Macron, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été mis en place en 2017, c'est pour sécuriser les employeurs. Donc, en fonction de l'ancienneté du salarié, on a un plancher et un plafond d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a des confrères qui ont contesté pour indiquer notamment que ça ne respectait pas le droit européen parce que le droit européen précise qu'il faut une juste indemnisation du préjudice. Et forcément, quand on fixe un plafond ou un plancher, on ne prend pas vraiment en compte la situation du salarié, donc on n'a pas une juste indemnisation du préjudice. Il y a des cours d'appel qui ont suivi. Aujourd'hui, la Cour de cassation, elle a toujours validé le barème Macron. Et donc, pour le moment, en tout cas, elle a rendu un avis. Elle aura sûrement encore des dossiers à trancher, mais pour le moment, il est toujours applicable. Et donc, on continue à l'utiliser pour évaluer le risque de condamnation. Évidemment, il est écarté ce barème dans certains cas, notamment si on a des situations de harcèlement moral, c'est du licenciement nul et pas du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui est très utilisé par les avocats de salariés parce que ça permet d'obtenir beaucoup plus d'indemnités pour licenciement nul. On sort du barème Macron. Et donc, dès qu'on a un souci de harcèlement moral, il faut quand même y penser. Il faut penser que la possibilité de sortir du barème, et donc, si le salarié obtient une indemnisation, il pourra demander beaucoup plus. Donc, c'est à prendre en compte, notamment s'il a des preuves d'un harcèlement par son manager, directement par l'employeur selon la taille des sociétés. Donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Après, il y a d'autres demandes. Il y a une demande assez fréquente, c'est les heures supplémentaires. Parce que dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas un suivi, notamment les petites entreprises, on n'a pas un suivi assez précis des heures supplémentaires pour les salariés dont on compte le temps de travail. Généralement, dans beaucoup de petites structures, il n'y a pas de pointeuse, il n'y a pas de fiche de temps. C'est quand même recommandé de faire signer avec la remise du bulletin de paye, par exemple, chaque fin de mois, le décompte des heures effectuées sur le mois.
quand on est une petite structure. Si ce n'est pas fait, ça peut coûter. Alors pour les salariés qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté, les heures supplémentaires, comme on peut les demander sur 3 ans, que c'est majoré, selon le montant des heures supplémentaires, ça représente souvent plus de dommages et plus d'indemnités que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les salariés qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté. Donc vous pouvez être sûr que pour les salariés qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté, ils vont demander des heures supplémentaires. Et les heures supplémentaires, il faut quand même rappeler que le régime de preuve est largement favorable aux salariés. C'est-à-dire que lui, il doit apporter quelques éléments pour étayer sa demande. Ça peut très bien être des agendas qui ont été établis a posteriori. Et c'est à l'employeur qui a quand même une obligation, hein, c'est dans le Code du travail, il y a une obligation de contrôler le temps de travail des salariés. Donc c'est à l'employeur d'apporter la preuve contraire, qu'il n'a pas effectué des heures supplémentaires. C'est souvent là qu'on est coincé. Donc il faut être vigilant, les heures supplémentaires, c'est bien à l'employeur, c'est une obligation de contrôle de l'employeur. Donc c'est souvent quelque chose qui est utilisé devant le conseil de prud'homme. Je ne sais pas le pourcentage exact, mais il y a énormément de dossiers où il y a des problématiques d'heures supplémentaires et il y a ce qui va avec, c'est-à-dire le travail dissimulé, puisqu'on a toujours c'est un peu les demandes assez bateaux, hein, c'est-à-dire qu'on a les heures supplémentaires et comme il y a des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, on considère que c'est du travail dissimulé pour dissimulation d'activité. Même si l'emploi est déclaré, il y a une partie des heures qui n'est pas déclarée, donc c'est du travail dissimulé. Bon, c'est pas toujours accepté par le conseil de prud'homme, et le souci avec le travail dissimulé, c'est que l'indemnisation, elle est forfaitaire, elle est prévue elle est prévue dans le code du travail, c'est 6 mois de salaire. Donc pour des petits dossiers où on a quelqu'un qui a 1 ou 2 ans d'ancienneté, qui techniquement, même en cas de contentieux, ne devrait pas coûter cher, si on a des heures supplémentaires plus du travail dissimulé, finalement le contentieux il peut coûter un peu plus cher pour l'entreprise. Après, on peut avoir des manquements à l'obligation de sécurité, on peut avoir du harcèlement moral, on peut avoir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, si on n'a pas respecté les missions qui étaient prévues dans le contrat, si on a modifié le poste du salarié, etc. etc. Enfin bon, après, il y a les confrères qui ont beaucoup d'imagination pour avoir des sources de préjudice très variées. Donc là, il faut se poser sur ce que demande le salarié, essayer de traduire ça et chiffrer ça, et puis après, évaluer aussi les aspects annexes du contentieux, c'est-à-dire l'image de l'entreprise, on en parlait tout à l'heure. C'est quand même très important. Quand on a un contentieux qui n'a pas beaucoup d'enjeux, qu'on peut avoir un jugement qui est public, qui peut techniquement circuler dans la presse, sur les réseaux, etc. C'est très facile aujourd'hui. On peut pas reprocher à un salarié de publier un jugement, hein. C'est que c'est public. Donc, techniquement, quand ça coûte pas très cher, il vaut mieux négocier. Après, quand c'est un salarié qui a des demandes très importantes, il faut réfléchir. Puis après, on a aussi la longueur de la procédure, on a les frais d'avocat. Il faut prendre tout ça en compte dans l'intérêt ou non de négocier dans le cadre d'un protocole d'accord. Ça, c'est les enjeux vraiment financiers du risque du contentieux. Et avant d'engager des négociations, il faut toujours se fixer un montant plafond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager des négociations avec la partie adverse sans avoir avant établi ce que ça pouvait coûter et donc le maximum qu'on souhaitait payer. Généralement, quand on commence à négocier avec la partie adverse, on est à un montant qui est très très inférieur au montant plafond pour voir un peu comment réagit la partie adverse. Mais en tout cas, il faut toujours avoir un montant plafond dans sa stratégie de négociation. Voilà, ça, si vous négociez tout seul, moi j'ai rappelé les limites de la confidentialité tout à l'heure, il faut le faire, c'est un travail qu'il faut faire. Si vous négociez par l'intermédiaire de votre avocat, là, il vous aidera évidemment à déterminer un montant plafond de négociation que vous ne pourrez pas dépasser et que si le salarié n'accepte pas, vous irez au contentieux. Voilà. Des fois, c'est inévitable dans certains dossiers. Alors là, de la présentation sur les enjeux financiers, et ça c'est très important aussi, là c'est assez technique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est le régime social et fiscal des indemnités de rupture. Et pour l'employeur, le régime social est très important parce que les indemnités de rupture sont exonérées de cotisations sociales et de charges sociales, mais dans certaines limites. Donc, par exemple,
bon, les limites d'exonération de cotisation sociale, elles font référence aux limites fiscales. Donc, on a, pour l'indemnité de rupture, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, par exemple, dans la limite la plus élevée du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ou de 50% de l'indemnité versée, ou du double de la rémunération annuelle brute, sans pouvoir excéder le plafond de la Sécu, c'est-à-dire 246 000 € en 2022. Donc là, ça c'est un calcul qu'il faut faire, qui est assez technique. Alors pour ceux qui nous écoutent là dans l'Assemblée, qui ont des compétences comptables et financières, ça leur paraît évident. C'est pas forcément pour les autres, c'est pas forcément évident à calculer, mais c'est un travail qu'il faut faire parce que ça peut avoir des incidences sur le coût que va payer finalement l'employeur. Donc après, on trouve la meilleure stratégie entre la rupture conventionnelle, le licenciement suivi d'un protocole d'accord transactionnel. Il faut savoir que la rupture conventionnelle elle a un coût supplémentaire qui est le forfait social, qui est 20% des sommes exonérées de cotisation. Donc, c'est une somme en plus. C'est intéressant parce que ça sécurise une petite rupture conventionnelle. Mais ça coûte un peu plus cher. Donc, il faut évaluer aussi ce régime social et fiscal des indemnités de rupture, en plus du risque contentieux. Et dans le risque contentieux, il faut aussi évaluer le coût social, parce que les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est du net. En revanche, si vous avez un rappel d'heures supplémentaires, il faudra établir un nouveau bulletin de paie, il faudra payer les cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Donc, c'est pareil, il faut l'évaluer. Au moment où on négocie. Donc, pour conclure, donc, le choix du mode de rupture ou du mode de négociation d'un accord post-rupture aura un impact sur le régime fiscal et social qu'il faut prendre en compte. Donc, j'arrive au bout de ma présentation. C'est bien, je suis dans les temps, il est 9h57. Donc, en résumé, il faut envisager toutes les situations quand on arrive au bout avec un collaborateur, avant déjà d'engager le moindre rupture de contrat, il faut envisager les possibilités qu'on a de rompre le contrat avec lui, que ce soit la rupture conventionnelle ou le licenciement. Ensuite, pour la négociation et pour les enjeux financiers, il faut savoir prendre conseil. Et il faut évidemment être proactif, il faut éviter de subir un contentieux avec un salarié, il faut éviter de subir que ce soit lui qui ait l'initiative des reproches. Il faut toujours répondre, il ne faut pas laisser un dossier, ne pas réagir à des demandes, ne pas réagir à une contestation de licenciement. Ça ne vous servira pas et surtout, ça sera très, 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 très négatif pour le contentieux. S'il y en a un derrière, les conseillers prud'hommes n'aiment pas ça. Il y a un employeur qui ne réagit pas. Donc, à juste titre. Il faut réagir, il faut être proactif et ne pas être réactif. Voilà, donc moi, j'ai terminé ma présentation. C'était synthétique, notamment sur le régime social et fiscal. C'est des choses, on peut en parler pendant 1 heure. Il y a tellement de stratégies possibles et d'enjeux que j'ai essayé de faire le plus synthétique. Je n'ai pas non plus cité de texte, etc., pour pas que ce soit trop lourd dans la présentation. Donc maintenant, si vous avez des questions, évidemment, je me tiens à votre disposition pour échanger. Merci, maître. Moi, je vais devoir malheureusement vous quitter. Merci pour cette intervention et je serai attentive au support que vous allez nous transmettre. D'accord, mais normalement, c'est déjà sur le site de l'UPE, si j'ai cru comprendre tout à l'heure. Exactement, Nicolas. C'est ça, hein. Ah, mais c'est l'UPE, c'est magique. Ouais, c'est gentil. très, Je vais vous mettre le lien. Je vous mets le lien dans le chat. Il y aura même le replay puisque c'est enregistré. Voilà, donc, Écoutez, parfait. Notamment, je pense aux retardataires, il n'y aura pas de souci pour revoir la première partie de la présentation. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez... Ah oui, on a Nathalie qui a une question. Nathalie, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour la poser? Ah oui, non, mais c'est pour nous, pardon. Un autre atelier sur le régime social et fiscal peut nous être proposé par l'UPE. Je pourrais proposer ça, mais bon,
On les prévoit tellement à l'avance, les ateliers, que ça serait l'année prochaine. Oui, c'est vrai qu'on les propose très en amont. Après, s'il y a une demande spécifique, voilà. Alors moi, On l'idéal, ça serait d'être avec un... Parce qu'il y a des aspects juridiques, mais il y a des aspects aussi fiscaux et comptables. L'idéal, ce serait d'avoir un expert comptable aussi pour présenter ce... Oui, bien sûr, en binôme, complètement. Bah, on va trouver ça et on va organiser ça avec Nicolas et un expert comptable. On vous prépare ça, Nathalie. C'est promis. J'étais en train de chercher le lien, si vous voulez déjà, pour accéder à toute la présentation. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Si, Nicolas, en fait, j'ai pas bien vu au départ, mais vous-même, vous exercez sur Nice ou à un autre endroit. Parlez-nous un petit peu plus de vous. Alors, j'exerce à Sophia Antipolis. D'accord. Mon domaine d'expertise, c'est uniquement le droit du travail. Et j'exerce dans un cabinet, on est cinq confrères, on a chacun nos spécialités. Donc moi, c'est le droit du travail, j'ai un confrère qui fait du droit des sociétés, un confrère qui fait du droit commercial et du droit immobilier, il y a du droit civil et il y a de la propriété intellectuelle aussi. On ne fait pas du droit pénal, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et on ne fait pas de droit fiscal. Voilà. Bon, pour le reste, on a pas mal de choses, mais on n'est que 5. On est complet, les locaux, on a chacun notre bureau, on ne peut pas accueillir d'autres confrères. Donc après, on a des confrères sur d'autres sujets en référence si besoin. Donc, vous rayonnez au sein de l'écosystème d'entreprise qui est à Sophia Antipolis. Oui, plus loin que Sophia, toutes les Alpes-Maritimes. D'accord, très bien. Pas que Sophia. Moi, mon activité est majoritairement du conseil. Je dois faire 70% de conseil et je fais un peu de contentieux. Je vais faire 30% de contentieux. Des fois, le contentieux est inévitable, donc au contentieux. Mais enfin bon, c'est pas l'objectif. C'est jamais l'objectif d'aller au contentieux. Absolument. Merci. Et donc, vous êtes à Sophia aussi? Moi, en fait, je suis à Antibes. Je travaille à domicile et mon cabinet, en fait, va directement chez ses clients. D'accord. Donc, je me déplace chez eux. Mais effectivement, je rayonne pas mal aussi sur Sophia Antipolis. Ok. Et sinon, par mon passé de 20 ans chez AXA, j'ai été très longtemps, pendant 7 ans, en contact avec les grands cabinets d'avocats internationaux. Je travaillais au siège sur les partenariats, notamment liés au contentieux avec les assurés. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup de contacts sur tous les grands cabinets internationaux. Qui sont à Paris. Qui sont à Paris, mais qui peuvent aussi avoir des bureaux de représentation, notamment sur Lyon, Marseille. Voilà. Ok. Donc j'ai noté un contrôle de gestion et c'est ça, hein, principalement. Oui, moi je suis un ancien DAF et contrôleur de gestion international. Donc, voilà. Ok. Très bien. Nicolas, est-ce qu'il y a une dernière slide avec vos coordonnées et dans lequel oui, cas c'est celle d'après. C'est celle d'après. Ah, nickel. Non, j'allais dire sinon, on le met dans le chat. Ah oui, super. Là, il y a l'email, il y a le portable et la localisation, donc les espaces de Sophia. Super. Les espaces de Sophia, c'est facile à trouver. Les espaces de Sophia sont faciles à trouver. Les bureaux dans les espaces de Sophia, c'est plus compliqué parce que c'est un peu un labyrinthe. Je le mets aussi dans le chat. Comme ça, s'il y en a qui veulent faire un copier-coller, voilà, ils ont tout dans le chat. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée à tous. De rien. Écoutez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes, à tous. Merci beaucoup à Nicolas et merci pour votre participation. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.